Bonjour. L'objectif de cette science est d'étudier l'inférence statistique en cas de la régression linéaire simple, c'est-à-dire l'inférence statistique des deux paramètres estimés, à savoir alpha chapeau et bêta chapeau. Alors, sans aucun doute, quand on parle de l'inférence, c'est une combinaison entre la statistique descriptive ou bien la statistique inférentielle, c'est la combinaison entre la statistique descriptive et la statistique probabiliste. D'où il faut rappeler certaines lois de probabilité, à savoir la loi normale, la loi student et la loi de Zderek et Carré, ou bien la loi de Kide, et finalement la loi de Fisher. Alors, je vais passer très vite. Donc, on a la loi normale. Donc, supposons qu'il y a une variable aléatoire, donc xi, donc avec la fonction de densité suivante qui est la plage logos. Donc, fx est égal à 1 sur la racine de 2p fois sigma. Espérance de 1 sur 2 x moins m, c'est-à-dire la moyenne sur sigma, il faut le tout carré. Donc, quand cette variable a une fonction de densité de ce qui s'écrit sous cette forme, là on peut dire directement que xi, ça suit une loi normale avec espérance et variance, espérance x et variance x. Alors, bien sûr, à travers la théorème ou bien l'utilisation de la loi normale, en fait, c'est-à-dire pour les tests, on utilise, ce n'est pas la loi normale, mais c'est la loi normale centrée réduite. Le passage de la loi normale vers la loi normale centrée réduite, normalement, ça fait par le théorème central limité, TCL. Donc, à travers ces théories, on doit essayer de centrer et réduire l'ensemble des observations, bien l'ensemble des valeurs prises par xi, alors en faisant un changement de variable zi qui est égal à xi moins sa moyenne sur son écart type, pour cette variable zi, bien sûr, ça suit une loi normale qui est avec espérance nulle et variance qui est égale à 1. Pourquoi? Parce que le zi, c'est une variable donc qui suit une loi normale centrée réduite, donc avec zi est égal ici à xi moins espérance x sur la variance de x. Alors on a la loi de Kide. Donc la loi de Kide, c'est une extension de la loi normale centrée réduite. Maintenant, supposons qu'il y a, donc on a xi qui est la variable qui suit une loi normale centrée réduite. Donc xi, ça suit une loi normale centrée réduite 0, 1. Bien. Alors la somme des xi carré, la somme des xi au carré, ça ne suit pas une loi normale centrée réduite, mais ça suit une loi de Kide. Donc alors en supposant qu'il y a donc la variable aléatoire zi ou bien z de n qui est égale à la somme des xi carré, avec xi ça suit une loi normale centrée réduite 0, 1. Alors le zi ça suit une loi de Kide avec n degrés de liberté. Bien sûr, le cas où n est supérieur à 30, bien sûr, on doit s'approximer d'une loi de Kide vers une loi normale centrée réduite à travers ou bien en utilisant le pivot suivant. Finalement, on a la loi de Fisher. Donc la loi de Fisher, quand il y a deux éléments qui suivent une loi de Kide, ou bien deux variables aléatoires, z1 suit une loi de Kide, donc il y a une loi de Kide avec, je dirais, n1 degré de liberté, z2 ça soit une loi Kide aussi avec n2 degrés de liberté, le rapport entre les deux, donc x1, z1 sur leur degré de liberté et z2 sur leur degré de liberté, ça suit une loi de Fisher avec 2 degrés de liberté, n1 et n2. Donc il doit être normalement, les 2 degrés de liberté vont être utilisés dans la table de Fisher, dans laquelle, dans l'axe horizontal on cherche n1 et dans l'axe vertical on cherche n2. Et finalement, on trouve la valeur donc tabulée en faisant l'intersection entre les deux valeurs de degrés de liberté. Alors, la loi de Student cette fois-ci. Donc, la loi de Student, en fait, c'est une combinaison entre la loi normale centrée réduite et la loi de Kide. Donc, la loi de Student, c'est une combinaison entre la loi normale centrée réduite et la loi de Kide plutôt. Alors, quand il y a une variable xi qui suit une loi, je dirais, normale, donc xi suit une loi normale centrée réduite, et y suit une loi, je dirais, une loi de Kide avec n degrés de liberté. Alors, supposons la variable t qui est égale à x sur la racine de y sur n, ça suit une loi de Student avec n degrés de liberté et alpha sur 2 quand il s'agit d'un test bilatéral et 1 ou moins alpha quand il s'agit d'un test unilatéral. Alors, si n est supérieur à 30, là aussi, on doit approximer d'une loi de Student vers une loi
normale centrée réduite en utilisant le même pivot xi derrière zi qui est égal à xi moins m sur sigma. C'est bien. Alors l'inférence statistique, ou bien l'objectif des inférences statistiques de l'ensemble des paramètres, c'est d'étudier, je dirais, l'ensemble des cas, mais je vais aller directement au cas le plus fréquent, je dirais, dans les tests d'hypothèse dans le cas de régression linéaire simple, à savoir le test. Donc je vais commencer par les tests de signification partielle. Alors les tests de signification partielle, généralement, donc un test de signification partielle doit être effectué de la façon suivante. Donc on a toujours deux hypothèses, H0 et H1. Toujours deux hypothèses, H0 et H1. Alors H0, donc l'hypothèse nulle H0, donc l'hypothèse nulle H0 est égale à combien? L'hypothèse nulle H0, elle suppose que ce paramètre bêta, à titre d'exemple, est égal à un élément K. Elle suppose que ce paramètre bêta est égal à un élément K. Par contre, le H1 suppose le contraire. Ça suppose que bêta, elle est différente du K. Donc, c'est le cas général. Bien. Alors, sous cette hypothèse H0, bien sûr, sous H0, on doit calculer, je dirais, une valeur calculée, donc T calculé, qui est égal à quoi? Qui est égal, T calculé, qui est égal au rapport entre la valeur absolue de bêta chapeau, bien sûr, estimé moins K, sur l'écart type de bêta chapeau. C'est bien. L'écart type estimé de bêta chapeau. C'est bien. Bien sûr, ça suit une loi de Students avec je dirais, le seuil c'est alpha sur 2, il s'agit d'un test bilatéral, et je dirais le degré de liberté c'est n-2, le cas de la régression linéaire simple, le modèle donc des données non centrées, donc c'est n sur, c'est-à-dire les données avec, ou bien le modèle avec constante, c'est n-2, le cas de la régression linéaire simple. Alors, donc c'est le cas général. Alors l'interprétation, ce sera comme suit. Donc c'est le t calculé et le supérieur à t tabulé. Donc à t tabulé, là on doit rejeter H0, on doit rejeter H0. Au contraire, c'est le t calculé et le supérieur, inférieur cette fois-ci, inférieur à t tabulé. Maintenant, on doit, je dirais, accepter H0. C'est bien. Alors, le cas favorable consiste à rejeter H0, d'où le bêta et les, je dirais, différents de cas. C'est bien. Alors, le cas particulier des tests de signification partielle, c'est le suivant. Alors, prenons le cas de bêta chapeau. Donc, la pente. Donc, on a le test est le suivant. Donc, H0 bêta égale à 0. Au contraire, H1, donc c'est les cas particuliers. Bêta différent de 0. Alors, sous l'hypothèse nulle, sous H0, donc on sait que le t calculé est égal à quoi? Donc, bêta chapeau, normalement, on va faire la valeur absolue de bêta chapeau moins k, k égale à 0, donc bêta chapeau moins 0, c'est bêta chapeau. Sur l'écart type de bêta chapeau, ça sera égal à quoi? Donc, c'est la valeur obtenue par la méthode des moindres carrés ordinaires en module, c'est-à-dire en valeur absolue, sur, je dirais, la variance de bêta chapeau. La variance de bêta chapeau est égale à quoi? Est égale, l'écart type, c'est-à-dire la racine de la variance. La racine de quoi? La racine de sigma carré estimé de l'erreur sur la somme de xi moins x bar au carré. Bien évidemment, ça suit une loi de Students, donc T, alpha sur 2, test bilatéral, n-2. C'est bien. Alors, si, bien évidemment, la règle de décision, c'est t calculé est supérieur à t tabulé,
bien sûr, on va rejeter à 0. On va rejeter à 0, c'est-à-dire que bien sûr, le cas de la régression linéaire simple yi est égal à donc alpha plus bêta xi plus epsilon i. Donc bêta est égal à quoi? Donc le bêta est égal, donc si on rejoute à 0, c'est-à-dire que le bêta elle est différent de 0, c'est-à-dire on a accepté H1, c'est-à-dire xi a un effet significatif sur yi. Donc xi il a un effet significatif sur y. Donc on peut faire la même chose, bien sûr. J'ai oublié concernant la variance de l'erreur. Donc la variance de l'erreur. Donc l'estimateur blue, l'estimateur sans billet de la variance d'erreur est le suivant. Alors sigma carré de l'erreur est égal à la somme carrée, bien sûr estimée, la somme carrée résiduelle sur n moins k moins 1. Le cas de la régression linéaire simple, le cas c'est le nombre des variables explicatives. Le cas de la régression linéaire simple, le cas toujours il est égal à 1, c'est-à-dire on aura la somme carrée résiduelle sur n moins 2. Donc la somme carré résiduelle, donc la deuxième vidéo, vous allez trouver que la somme de carré résiduel est égale à la somme de yi moins y chapeau, le tout au carré, sur n moins 2. Donc on peut faire la même chose concernant la constante, mais rarement quand on effectue des tests de signification sur la constante. Le plus important c'est le bêta, parce que le bêta il est associé à xi, mais la constante ce n'est pas important. C'est-à-dire avoir une constante significative ou pas, ce n'est pas important. Ce qui est important c'est le coefficient associé à la variable explicative. Alors la constante, ou bien le test sur la constante, on peut effectuer le test en faisant, je dirais, deux hypothèses H0, donc alpha égale à 0, H1, alpha différent de 0, c'est le cas, je dirais, particulier. T calculé est égal à la valeur absolue de alpha chapeau sur son écart type. Voilà, son écart type, donc l'écart type estimé de alpha chapeau. Donc l'écart type estimé de alpha chapeau, c'est-à-dire la racine de son variance. La racine de la variance de alpha chapeau, c'est que la variance de alpha chapeau est égale à sigma carré de l'epsilon, la somme de xi au carré sur n, la somme de xi moins x bar au carré. C'est bien. Alors bien sûr, T calculé, il suit une loi de Student avec alpha sur 2, n moins k moins 1. Alors voilà, on a terminé les tests de signification partielle. Donc maintenant on passe au test de signification globale et le tableau d'analyse de la variance.